Donc, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir parmi vous pour vous parler d'un sujet qui me passionne moi aussi, c'est-à-dire la maison nourricière du futur. Donc, c'est autant l'aménagement comestible que les serres. Donc, je donne un peu suite là, à ce que Serge a abordé. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Serge, je trouve ça très intéressant. J'abonde dans ton sens. J'ai aussi une approche qui est similaire par rapport au paillage, la gestion de l'eau pluviale. Donc, ça vient valider les propos de Serge, puis également aussi l'azote, le BRF, tout ça. Moi, je choisis le moment où le mettre, je ne le mets pas au départ pour que les plantes puissent avoir un bon accès à l'azote. Donc, c'est une petite parenthèse. Donc, oui, je travaille en aménagement paysager, en lien avec beaucoup les plantes comestibles, plantes médicinales et plantes utilitaires, mais aussi les serres. Je m'intéresse à l'efficacité énergétique des serres. Je m'intéresse à créer des environnements nourriciers avec une vision 360, donc une approche très écosystémique. Et puis, je pense que de travailler sur notre environnement, mais c'est en lien aussi avec notre habitat, notre habitation. Donc, c'est pas juste la maison qui est importante, mais c'est aussi l'environnement dans lequel elle se situe. C'est aussi de voir l'environnement où se situent pas juste des maisons pour des familles ou une approche individuelle, mais c'est aussi les approches collectives qui m'intéressent, de faire en sorte de voir que tout le monde puisse profiter de ces espaces-là qui sont créés pour le bien de la communauté. Donc, la production alimentaire domestique, ben en fait, c'est beaucoup en plein essor. Donc, on parle de plus en plus d'agriculture urbaine. Les municipalités aussi encouragent ce genre d'approche-là. Il y a un assouplissement des réglementations et puis on voit de plus en plus des jardins potagers, soit en façade ou dans les cours arrière, mais aussi dans des dans des quartiers, sur des balcons. Donc, c'est sûr qu'on a à composer avec notre environnement. On n'a pas tous nécessairement la même réalité. Donc, il ne faut pas penser nécessairement qu'on va juste aborder l'agriculture en milieu urbain dans le cadre de la présentation, mais c'est vraiment de voir un peu c'est quoi nos possibilités. Il y a des avantages, des enjeux aussi, selon l'environnement duquel on dispose. Donc, c'est mon plan de présentation, c'est l'aménagement paysager comestible. Les notions d'aménagement paysager, ça peut être intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'on peut considérer quand on fait un aménagement. Il y a quand même des notions de base à considérer. Comment on peut assurer la réussite d'un projet, les règles d'or de l'aménagement comestible. Mais les sélections aussi de végétaux coup de cœur, il y en a que je privilégie à d'autres, donc je vais vous en parler un peu. Des choix de végétaux actifs, tardifs, comment on fait une extension de saison, culture d'intérieur, mot de la fin. Donc, c'est quoi un aménagement comestible? En fait, c'est un aménagement pratique. Pratique parce qu'on peut se nourrir des aliments qu'on fait pousser dans l'aménagement, mais c'est aussi un aménagement, personnellement, que je considère qui peut être esthétique. Donc, on peut voir à joindre l'utile à l'agréable et on va voir souvent dans la composition des légumes, des petits fruits, des fruitiers, des arbres à noix, des fines herbes, des plantes médicinales, donc des plantes qui sont utilitaires. Ça ne veut pas dire parce que vous avez un aménagement comestible que on doit complètement tout mettre de côté, ce qui est considéré comme plus ornemental, mais on met beaucoup l'emphase sur quand même le comestible et on s'assure d'avoir des aliments qu'on peut récolter et qui s'échelonnent les récoltes sur une longue période de temps. Donc, c'est dommage si on doit juste récolter au début de la saison puis pas à la fin. Et comme Serge disait, ben, on a des plantations, on a de l'entretien puis éventuellement on a des récoltes, mais il y a moyen de pas tout avoir à faire, les entretiens en même temps ou les récoltes, puis de dissiper, si on veut, ces différentes étapes-là dans le temps pour alléger aussi la charge de travail. Okay? Donc, les plantations, on peut, par exemple, en faire à différents moments pendant la saison. Il y a des plantes qui sont plus hâtives, des plantes qui sont plus tardives. Donc, il y a un calendrier de semis et de plantation qui existe. Donc, ça peut être intéressant de considérer notamment ce genre d'informations-là. Donc, les avantages pour les aménagements comestibles, c'est notamment la réduction du coût du panier d'épicerie. Donc, personnellement, je me rends compte que ça a quand même un impact à jouer sur mon budget quand je me permets de faire davantage mes productions à la maison versus des années où j'ai un peu moins de temps de le faire. Cette année, ça a été le cas. Ça a fait une différence dans mon budget. Déjà que je trouvais que le prix des aliments avait augmenté. Donc, ça a été quand même une année où ça aurait été intéressant de faire mon jardin, mais j'ai eu un peu moins de temps. Il y a tout le conscience d'efforts aussi fournis par les producteurs. Donc, quand on apprend à faire pousser nos propres aliments, bien, c'est sûr qu'on se rend compte de l'importance de prévenir le gaspillage alimentaire, de tout l'effort qui est déployé. Et c'est important d'assurer des politiques qui peuvent être avantageuses pour nos producteurs. Donc, il y a toute une conscientisation quand on fait le jardinage.
On sensibilise aussi quant au gaspillage alimentaire. Il y a une activité physique aussi extérieure qui est faite. Donc, c'est sûr que ça a des impacts intéressants, le jardinage, sur la santé, autant sur la santé mentale. Donc, on fait quelque chose qui nous apporte un certain bien-être. Aussi, il y a eu des études qui ont démontré que le jardinage peut aider à prévenir ou du moins à aider à diminuer les symptômes des maladies chroniques. Donc, il y a plein d'aspects intéressants, d'avantages à tout ça. C'est sûr, il y a la réduction des gaz à effet de serre qu'on pourrait mentionner. Quand on fait une production alimentaire de proximité, ben, c'est des aliments qui viennent moins de l'extérieur. Donc, nous, on encourage davantage d'avoir quelque chose qui est produit plus localement. Donc, c'est sûr qu'il y a des défis. Ça peut être, par exemple, en milieu urbain ou en banlieue. Il y a le manque d'espace, il y a une forte densité de population. On peut avoir des terres contaminées, on peut avoir de l'asphalte. Donc, des fois, c'est moins évident de composer avec ces aspects-là. On peut avoir un manque d'ensoleillement. Il pourrait y avoir des accès à l'eau qui sont plus limités, un mauvais drainage par endroit. Donc, il y a vraiment plusieurs défis. On peut aussi penser au vandalisme, mais ça pourrait être également aussi les animaux ou les envahisseurs indésirables. Donc, il y a plusieurs défis qui peuvent être présents. Peu importe l'environnement, donc on compose avec nos réalités. Je vois des gens faire un peu des drôles de visages. J'ai l'impression que vous avez certainement vos défis de votre côté. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'éduquer, de se renseigner, de trouver des trucs. Puis, c'est intéressant qu'on se rend compte qu'on apprend et puis qu'éventuellement, on développe certaines techniques, un savoir-faire, et puis qu'on trouve des solutions à ces défis-là. Okay? Donc, il faut être créatif, il faut se renseigner, il faut être motivé. Personnellement, j'apprends chaque année en jardinant. Ça fait des années que je jardine. Je ne sais pas tout. Je n'ai pas réponse à tout, mais j'apprends encore énormément. Notion d'aménagement paysager. Ça peut être intéressant d'en voir quelques-unes. C'est sûr qu'on peut considérer la zone de rusticité quand on fait un aménagement, de voir est-ce qu'on est dans un environnement, est-ce qu'on est dans un climat qui est propice aux cultures qu'on veut réaliser. L'exposition à l'ensoleillement aussi, c'est important. Donc, je suggère fortement de faire ses devoirs quand on veut éventuellement partir certaines cultures, mais ça peut être intéressant de vérifier ces notions-là, ces aspects-là, de voir, par exemple, est-ce que l'ensoleillement est adéquat, est-ce que le climat est adéquat pour les types de cultures. Il y a le type de sol aussi qui est important quand même à considérer. Parfois, on a des types de sols qui se prêtent moins pour certaines cultures. On peut avoir des plantes qui demandent un pH plus acide, donc c'est intéressant de considérer ces choses-là. Culture en sol ou en plein sol, c'est tout dépendamment peut-être de justement notre réalité. Donc, ça peut être intéressant de voir certaines notions dans ce sens-là. Et puis, on va voir certaines idées d'aménagement, notamment hors sol. Structure qui permet la croissance des végétaux grimpants, mais ça peut être intéressant. On a des plantes qui ont besoin d'avoir certaines structures pour grimper. L'apparence des végétaux, forme, hauteur, couleur, ça peut être intéressant. Dans les notions d'aménagement également, je pousse moins dans ce sens-là dans la présentation, mais on a différents courants d'aménagement qui tiennent compte justement de notre environnement, des formes par exemple de notre maison, qui tiennent aussi en considération, qui prennent en considération par exemple le style de la maison, l'âge de la maison, tout ça. Donc ça peut être intéressant. Il y a des types d'aménagements qui sont dits plus modernes, d'autres qui sont un petit peu peut-être plus comment je pourrais dire, considéré comme classique. Donc, ça peut être intéressant aussi de penser c'est quoi la ligne directrice un peu de notre environnement qui nous entoure. Donc, les zones de rusticité, on dit que c'est une division du territoire canadien en 10 zones de croissance. Donc, si on regarde tout dépendamment des endroits où on se situe, on peut voir que la Ville de Québec est zonée 5A. Puis, on voit que tout dépendamment où on se situe, on a une zone de rusticité qui va être différente. Donc, on a ici les zones de rusticité, par exemple, pour Montréal, qui est la 6A. Et on a la légende avec la map ici, comme ça. On a la légende sur la map et puis on voit que ça varie en fonction de l'endroit où on se situe. L'exposition, ça peut être intéressant de voir justement où se lève le soleil, où il va se coucher éventuellement, puis de voir c'est quoi, si on veut, la fenêtre solaire, l'ensoleillement qu'on a pour voir est-ce que ça correspond au type de culture qu'on veut faire. On peut penser à tailler des végétaux ou avoir à déplacer peut-être dans des bacs nos cultures pour aller faire nos plantations dans un endroit, par exemple, qui serait un peu plus ensoleillé. Il faut penser qu'il y a des plantes qui vont pousser dans des environnements qui sont un peu plus à l'ombre.
Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant de cibler, de cerner les besoins des végétaux avant de réaliser un projet d'aménagement. Donc, on peut faire un plan d'aménagement, on peut cibler aussi les plantes, on peut prendre en considération ces informations-là avant de faire un choix puis de faire certains achats. Excusez-moi. Donc, il y a la texture puis la structure du sol qui est important. On va souvent regarder, voir est-ce que c'est argileux, il y a du sable, du limon. Le drainage aussi, l'aération, la capacité de rétention des nutriments, c'est important. Comme je disais tantôt, on a différents pH, donc les végétaux acidophiles comme les plantes bleuets vont avoir besoin d'un pH un petit peu plus acide. Il faut penser qu'un sol léger se réchauffe plus rapidement. Donc, pour les plantes hâtives, c'est intéressant. Un sol plus argileux, lui, va prendre plus de temps à se refroidir. Donc, c'est intéressant pour les plantes qu'on veut faire pousser peut-être un peu plus longtemps. On a ici aussi les identifications des végétaux, plantes indicatrices, qui est très intéressant. Souvent, ce que j'aime bien proposer à mes clients ou aux gens à qui je donne des formations, c'est de regarder qu'est-ce qui pousse sur le terrain. Il y a des plantes qui vont indiquer des sols qui sont, par exemple, mal drainés. Donc, si on a des plantes qu'on veut faire pousser qui tolèrent mal un surplus d'eau, ça va être peut-être intéressant de connaître cette plante-là. Je pense, par exemple, à la verge d'or qui pousse en fin de saison. Ça fait un épi de fleurs jaunes. Donc, ça aime bien pousser dans des sols plus humides. On a le plantain, par exemple, qui, lui, va pousser dans des sols plus compactés. Donc, c'est intéressant de le cibler, de voir où il pousse. Donc, ça va peut-être vous montrer justement que ça peut être intéressant de travailler à décompacter le sol. Donc, on va revoir la structure du sol. Donc, il y a plusieurs plantes comme ça qui vont nous permettre un peu de comprendre c'est quoi la nature du sol, mais aussi de voir quelles sont les interventions à faire avant de faire nos plantations. Donc, excusez-moi, je vais boire une gorgée d'eau. Ce ne sera pas bien long. Est-ce que vous avez des questions en attendant que je prenne ma gorgée d'eau? Oui. Une question, moi. Il y avait une dame en arrière avant, je m'excuse. Je comprends pas au niveau de risque, au niveau de c'est quoi vous dites par les différentes zones de... Excusez-moi. Et tout dépendamment où on va se situer, on va avoir des végétaux qui ne vont pas nécessairement tolérer d'être à une température, par exemple, qui serait très fraîche. Ils doivent pousser dans un environnement qui est plus chaud. Donc, tout dépendamment du chiffre qui va être associé, plus le chiffre va être élevé, plus la température qui va être exigée pour pousser, pour que la croissance soit optimale, va être élevée. Plus on va vers le nord, plus les chiffres vont être bas. OK? Donc, généralement, si les plantes ont des chiffres plus élevés, elles ne pourront pas nécessairement bien y trouver leur compte où les chiffres vont être plus bas. Excusez. Oui, regardez par exemple ici, vous avez Montréal 6A, Napierville 5B, tout dépendamment. Puis on regarde ici, on monte vers le nord, le 2B, monte vers Nouveau-Brunswick en montant. Donc, on se rend compte que les chiffres sont plus bas. Excusez, j'ai ma gorge qui... Pendant que vous reposez votre gorge... Je m'excuse. 2 petites secondes. Mentionnons que, par exemple, le Caragana, qui a une zone de rusticité 3, si ma mémoire est bonne, avec une zone 3, vous pouvez planter du Caragana à Montréal, puis assez haut dans le nord, mais pas partout. Alors, les glycines qui aiment les zones de rusticité 5-6, essayez pas ça à Mont-Laurier, ça ne marchera pas. Oui, quand vous achetez des végétaux, normalement, la zone de rusticité est marquée dessus. Fait que selon où vous êtes, ça vous donne une indication. Pas trop dans le champ, mon affaire? Peu importe si j'ai un champ 3, 4, 5, 6, je veux être à la bonne place. Bon. Je pourrais, à la limite, répondre à vos questions après. Ça se peut que vous entendiez le bruit de ma pastille. Je m'excuse, je me remets d'un rhume, puis j'avais un mal de gorge récemment. Donc, Je vais profiter du micro pour mentionner que s'il y en a qui veulent acheter des effets de M. Fortier tantôt, il y a la machine si c'est avec votre carte de crédit. Merci. OK, merci pour la petite pause. Je devrais me remettre de cette petite toux. Donc, je vais juste continuer.
c'est beaucoup de petites considérations à prendre, mais quand on regarde, par exemple, ça peut être sur le site d'Oreca, on voit les différentes considérations à avoir pour les plantes, l'environnement qui est propice pour qu'elles puissent bien pousser. Donc, c'est quand même des considérations à avoir quand on fait la sélection des végétaux, puis quand on pense à faire des productions ou son plan d'aménagement. On va voir est-ce que ce que je vais faire pousser, est-ce que mon environnement rencontre bien les besoins des plantes. Donc, c'est important de faire un peu nos devoirs de notre côté. Puis d'aller chercher cette information-là. Et oui, généralement, tout ce qui est en lien avec la zone de rusticité, ça va être écrit dans les fiches, par exemple, de culture des différents végétaux, mais aussi quand on va en centre jardin, ça va être inscrit sur les tags, sur les coupons. La rusticité et l'ensoleillement. Oui, ça va être écrit. Exactement. Ce qu'il faut penser dans un aménagement, puis ça, c'est un bon point que monsieur nomme, puis ce que je rappelle aux clients souvent, par exemple, tu vas partir tes plantes à l'intérieur, mais il faut penser qu'éventuellement, elles vont devenir plus grandes. On part nos semis, mais éventuellement, on va les plantules, les transplanter dans des pots plus grands. Éventuellement, les plantes aussi, on va les mettre à l'extérieur. Il faut penser c'est quoi l'espacement entre les plantes, c'est quoi éventuellement la couverture des végétaux. Il faut être en mesure de bien les intégrer dans l'aménagement puis de créer l'espace requis pour ça. Que ce soit en pot, que ce soit en pleine terre, il faut avoir ces considérations-là, c'est super important. Et même qu'il y a aussi le niveau, par exemple, d'humidité, qui va souvent être indiqué aussi. Est-ce que c'est une plante qui a des besoins importants en eau ou pas? Donc, tout dépendamment des endroits, mais vous allez pouvoir être en mesure de trouver cette information-là ou de poser la question. Et c'est important, je pense, d'avoir ces considérations-là en amont. Ça va vous permettre d'avoir plus de succès. Ce qui arrive quand on a eu le COVID, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés vers le jardinage. C'était une activité qui était très intéressante. Plusieurs ont développé leur pouce vert à ce moment-là, d'autres peut-être un peu moins. Donc, c'est sûr que si on a peu d'expérience, puis on pense que tous les végétaux ont les mêmes besoins, qu'on ne prend pas en considération certaines notions, autant en aménagement que pour les besoins des plantes, mais c'est là où on se rend compte peut-être que c'est difficile et qu'on veut abandonner un projet. Donc, c'est vraiment important, je crois, oui, de considérer des notions d'aménagement de base, mais aussi de considérer les besoins des végétaux. Est-ce qu'il faut penser qu'on fait un aménagement de plantes qui est, par exemple, comestible, puis ils ont des besoins bien particuliers, les végétaux comestibles. C'est vraiment très diversifié. C'est là où ça devient difficile, des fois, de maîtriser les différents types de production au départ. Souvent, on va commencer à spécialiser vers certains types de plantes. Ça peut être des fines herbes, certaines plantes vivaces. Puis après ça, bien, éventuellement, on apprend à faire pousser les autres végétaux qui ont chacun leur particularité. Qui fait du jardinage ici, déjà en potager? Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir constaté que les besoins sont quand même assez diversifiés? Il y a quand même des plantes qui ont des besoins assez variés. On ne rencontre pas toujours les mêmes défis pour chacune. En plus, il y a tous les insectes, il y a toutes les maladies, il y a les envahisseurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, quand même beaucoup de choses à considérer. C'est plus facile avec le bio. Ouais, ben c'est... Moi, personnellement, je trouve que quand je vais dans le sens de la nature, généralement, mes résultats sont plus intéressants que si je vais un peu à contre-courant. Culture en sol, c'était dans les notions que j'avais mentionnées. Ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus. Il y a différents types de contenants avec leurs différentes particularités. Ce qui est important pour les contenants, c'est de voir est-ce qu'on peut avoir une réserve d'eau ou pas? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un système d'irrigation ou pas? C'est sûr que si on fait des plantations en stationnement ou sur un toit, généralement, il fait comme un peu plus chaud. On est comme dans des espaces où on a des îlots de chaleur qui sont créés. Sur un toit, ben, c'est sûr que si on met un pot qui est, par exemple, en tissu, comme les Smart Pots, les géotextiles recyclés, ben, c'est sûr que les racines sont un peu plus stressées par la chaleur. On dépose le pot directement sur le toit. Ça serait la même chose pour un stationnement, par exemple, qu'on voudrait verdir. Donc, nous, on dépose nos Smart Pots sur des palettes, excusez-moi. Sur des boîtes palettes, ça permet d'aérer le dessous des pots, puis d'éviter aussi que ça stresse trop les racines. Smart Pot, pas de réserve pour de l'eau, comme des bacs à double fond, donc on va avoir des systèmes d'irrigation pour ça. Les Smart Pots, on a plusieurs formats, donc tout dépendamment des plantes qu'on fait pousser, on va avoir des Smart Pots
plus ou moins gros. Donc, par exemple, un plant de tomate, ça va demander un espace plus gros que, par exemple, je ne sais pas moi, un plant de basilic. Mais on peut aussi faire du compagnonnage. C'est intéressant. Vous savez, c'est quoi le compagnonnage? Parfait. Donc, qu'on travaille en pleine terre ou qu'on fasse des cultures en pot, on peut avoir du compagnonnage. On peut faire pousser des plantes aussi avec des treillis. Les plantes ont poussé dans les contenants, mais on fait les mêmes choses un peu qu'on ferait en pleine terre. On a un espacement aussi à considérer. On a un compagnonnage. Les besoins en arrosage, on a par exemple des plantes qui vont demander un peu plus d'eau, d'autres qui en demandent pas trop. Si on met ces deux plantes-là en combinaison ensemble dans le même contenant, ça nous joue des tours. Okay? Donc, il faut avoir cette même réflexion-là. Et ce qui est intéressant dans ces contenants-là, parce que tantôt, je disais que c'est un défi, la qualité du sol notamment, mais ce qui est intéressant quand on fait des cultures dans des contenants, c'est qu'on peut valider la qualité du sol, voire avoir un sol qui est exempt de contaminants ou autres. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. Il faut penser quand même à bien l'amender parce que c'est sûr qu'éventuellement, les nutriments sont moins accessibles. Donc, il y a quand même des entretiens à faire. Dans les contenants, on peut mettre du paillis aussi. Ça peut être de la paille, ça peut être du BRF. Je choisirais le moment auquel le mettre. J'attendrai que mes plantes aient été capter leur azote avant. Mais c'est intéressant comme type de produit. J'ai des images ici comme ça. Ça peut être des smart pots, mais ça pourrait être aussi d'autres types de sacs. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut enlever la terre, on peut les laver, on peut les rouler, on peut les serrer quand on fait notre fermeture de jardin en fin de saison. On peut perforer sur le côté. Ça ici, c'est des pleurotes qui poussent, qui ont poussé à travers le textile. Et sur le dessus du contenant, j'avais planté en fait des plantes. Donc, quand j'arrose, éventuellement, ça permet d'apporter de l'humidité aux champignons. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir des plantes qui ont les mêmes besoins encore là. J'avais essayé de faire des plantations dans des sacs de jute. Malheureusement, les sacs de jute avaient percé. Donc, en contact avec la terre, ça n'avait pas duré très, très longtemps. Donc, en quelques semaines seulement, mes sacs avaient perforé. J'avais accroché mes sacs de jute à un endroit. Je pensais que j'avais fait la bonne affaire, mais on dirait que je n'avais pas réfléchi qu'éventuellement, le matériel se désagrégerait. Smart Pot, par contre, j'en ai mis sur des toits, j'en ai mis à plein d'endroits chez des clients. Ça fait des années qu'ils les ont. C'est sûr que je me permets de les nettoyer, je me permets d'ajouter du nouveau terreau dedans, mais grosso modo, ça dure quand même longtemps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut les déplacer. Il y a certains qui ont des poignées, d'autres qui n'en ont pas. Et il y a différents formats. Ici, on voit à l'image de droite, c'est des pâtissons qui poussent dans les Smart Pots. On peut mettre des arbustes. J'ai déjà mis des framboisiers là-dedans. On peut mettre différentes choses. Ici, comme ça, culture en sol sur le toit d'une école, mais ça pourrait être le toit à la maison ou la terrasse. On pourrait avoir aussi des Smart Pots qui sont comme des pochoirs dans lesquels on va semer, par exemple, des fleurs ou différentes choses. Ici, on voit en début de saison, à l'école hôtelière Montréal-Nord, en fin de saison, les récoltes, les cultures qui se sont faites en contenant. Donc oui, c'est sûr que je vais vous inviter fortement à aménager la devanture de votre immeuble d'habitation, de votre maison, mais en même temps, il faut composer avec la réalité. Puis la réalité, c'est qu'on n'a pas tous accès à un terrain. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas jardiner, qu'on ne peut pas s'approvisionner localement? Je pense pas. OK? Ici, on voit, encore là, culture en contenant. On peut faire pousser des oignons, bêta-carne, on peut faire pousser différentes choses ensemble. Ça peut être des plus gros ici, comme ça peut être du kale. Ce qui est intéressant ici, comme ça, c'est des épinards indiens grimpants, épinards malabar avec des fraises. Les fraises retombent sur le côté et les autres plantes poussent vers le centre en hauteur. Donc, on peut faire différentes combinaisons. Moi, c'est ce que j'aime ça, faire quelque chose de joli, avoir des plantes avec de la richesse au niveau des textures, des couleurs, mais en même temps aussi qui vont pouvoir bien pousser les unes avec les autres. Des fois, on peut mettre des plantes avec des racines superficielles et des plantes avec des racines plus profondes. On leur crée leur espace, puis elles peuvent très bien pousser entre elles, tant aussi longtemps qu'elles ne sont pas considérées comme nécessairement des ennemis. Mais tout le monde peut y trouver son compte. Et ce qui est intéressant, les contenants comme ça ici en tissu, est-ce que j'ai dit on pouvait perforer les côtés? On peut planter sur les côtés, on peut faire une belle boule de végétaux. C'est quand même intéressant pour ça. Ici, on a une idée à peu près de la valeur des coûts. On voit des exemples de projets où on pourrait même mettre les tuteurs
dans chacun des contenants, puis créer, par exemple, des tipis ou autres. Ça pourrait être des argots, ça pourrait être différentes choses. Donc, c'est quand même intéressant. On a ici les bacs à double fond. C'est des bacs où on a une réserve d'eau. Les plantes, par capillarité, vont aller chercher l'eau dans la réserve. Donc, ça prend un terreau. Et on a un tuyau pour remplir la réserve. Donc, il y a un premier fond, deuxième fond, avec un trop-plein. Donc, quand il y a trop d'eau, l'eau va couler par le trop-plein. Donc, c'est des contenants en plastique. Généralement, ils sont un peu plus pesants. Il y a une réserve d'eau, il y a la terre. Donc, généralement, on les vide à l'hiver. Et on essaie d'enlever l'eau pour éviter que le contenant craque. Et on enlève, bien entendu, les plantes. Mais on peut mettre quand même aussi des plantes en compagnonnage. Tout dépendamment le format du contenant, on peut y aller avec des végétaux qui sont plus ou moins gros. Je vais vous montrer, je pense que c'est la slide après. OK, ça, c'est un exemple d'un bac à double fond qui est fait dans un bac de recyclage. Mais moi, je me suis amusée dans des écoles et avec des gens à la maison à faire des contenants avec des contenants, par exemple, de produits alimentaires, produits d'exportation, importation, mais ça pourrait être aussi d'autres types de contenants. C'est une façon de faire du recyclage, c'est un peu une façon de faire aussi de l'économie circulaire. J'ai été chercher des contenants à des endroits où ils s'en débarrassaient. Eux, c'était un peu comme entre guillemets, un déchet pour eux. Moi, j'en ai fait une richesse pour d'autres personnes. Et on a réussi à faire un projet qui coûtait pas trop cher. Donc, c'est quand même intéressant. On a fait travailler des jeunes, mais ça pourrait être, par exemple, des gens qui travaillent sur un projet commun dans un même quartier, dans un éco-quartier ou autre. Donc, c'est quand même intéressant. Et il suffit d'ajouter la terre, les semences. On peut faire des semis directs là-dedans ou semer déjà des plantes. On peut faire une combinaison d'avoir planté déjà nos végétaux qui sont un peu plus massifs, puis semer au travers des semis laitues ou différentes plantes qui vont avoir une croissance hâtive. Oui, épinards, ça peut être radis ou autre, donc il y a différentes possibilités. Puis, on peut arriver à s'en tirer à un coût qui n'est pas trop dispendieux. On peut mettre des vivaces là-dedans. Quoique c'est du plastique, c'est sûr qu'on veut éviter que ça soit trop en contact avec les plantes l'hiver, mais à la limite, on peut prendre les plantes vivaces, on les transfère en pleine terre ou ailleurs dans un bac isolé, puis après ça, on les remet là-dedans éventuellement. On peut récupérer les semences aussi de ces plantes. Donc, ça peut être des projets faits à moindre coût qui sont intéressants comme ça. Puis, on peut même peinturer ces contenants-là. Oui, donc c'est quand même bien. Culture aussi en sol puis hors sol, on a nos plantes qu'on peut voir dans les deux types d'approches. Là, c'est sûr qu'on peut avoir des contenants, on peut avoir des bacs en bois aussi. Donc, il y a vraiment toutes sortes de façons de rendre ça joli puis de faire quelque chose d'intéressant pour le jardinage. Ce client-là, l'image de droite et de gauche, en fait, c'est au même endroit, avait des cultures autant en contenant qu'en plein sol. Eux, ils avaient à Ville-Mont-Royal un espace de jardin, puis on a pu composer avec l'espace qu'ils ont. Donc, on a mis des fleurs comestibles comme des pensées sauvages. Ici, on voit la menthe. Plus loin, on voit des laitues, on voit des fraises qui commencent à tomber sur les côtés. Donc, c'est densifié, mais c'est intéressant parce que ça force un peu les gens à dire, OK, il faut avoir de l'espace pour que nos plantes poussent bien, qu'elles ne se fassent pas trop compétition. Donc, ça les force à récolter. Récolter, ça aide aussi les plantes à pouvoir conserver un certain espace. On récolte, par exemple, les feuilles de laitue ou de bétacarde de l'extérieur vers l'intérieur, éventuellement les rosettes poussent au centre. On peut aussi récolter les fines herbes. Quelques branches, ça permet de dégager puis de créer de l'espace. C'est important, l'espace, quand même, entre les plants, parce que ça nous permet de voir un peu ce qu'on a, de récolter, de voir s'il y a des insectes, des maladies. On a une meilleure vision de ce qui se passe. Puis aussi, ça permet d'aérer puis de prévenir des maladies fongiques, notamment. Donc, c'est intéressant d'y aller de manière pratico-pratique. Puis en faisant une bonne chose pour vous, c'est-à-dire de récolter, vous agissez juste de manière positive pour vos plantes. Donc, c'est pas un entretien qui est trop généralement important. On a ici des cultures en plein sol, mais qui sont hors sol. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Pierre, tu avais travaillé sur un projet avec tes étudiants. C'est au-dessus du métro P9, avec Vers toi Montréal. C'est une compagnie qui n'existe plus. Ça, ici, c'est un espace de toit vert où on faisait la récupération d'eau de pluie. Donc, c'était un espace qui est collectif, qui était éducatif. Donc, c'est le genre d'exemple de projets aussi qui peuvent être faits dans de la production, par exemple, en urbain ou sur le toit d'un immeuble. On a une culture, bien entendu, en plein sol. Donc, on a le pays ici comme ça, les chemins. On a les bûches ici pour
confiner, si on veut, l'espace où on a nos plantations. Puis on peut avoir des designs organisés de manière un peu plus fofolle ou fou, là. On a les végétaux de différents formats. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça fait plus approche anglaise qu'une approche trop ordonnée, un peu comme les jardins français. Donc, ça fait plus à l'anglaise. Ce qu'il faut penser dans les notions d'aménagement, c'est que tout ce qui est habituellement plus haut, on va le mettre vers l'arrière de l'aménagement. Et ce qui est plus court, qui est plus bas, on va le mettre plus vers l'avant. Parce que si on met ce qui est trop haut juste en avant, on ne voit pas ce qui est en arrière. Ou on peut mettre ce qui est haut au centre, puis tout le pourtour, lui, va être aménagé avec des plantes plus basses. Ça s'applique aussi à la culture en bac. Ce qui est intéressant aussi de penser, c'est que les plantes qui sont un peu plus colorées vont pouvoir aussi être placées davantage au centre ou à l'arrière-plan. Les plantes qui sont moins colorées vont pouvoir aller vers vers l'avant-plan pour donner une chance que notre œil soit pas juste dirigé rapidement vers les plantes qui sont très colorées puis qu'on puisse pas voir les autres. C'est intéressant, c'est important d'avoir une belle vision d'ensemble dans un aménagement. Oui, comme je disais tantôt, il peut être pratique, comestible, mais il peut être à la fois esthétique. Puis quand on regarde avec les directions d'urbanisme, qu'est-ce qu'ils souhaitent surtout pas, c'est d'avoir quelque chose qui détonne avec le reste. Il y a quand même des notions, il y a quand même aussi des tangentes qu'ils veulent conserver. Puis je me rappelle avoir appelé à la direction d'urbanisme de Chambly, c'est ma ville natale, j'ai appelé il y a plusieurs années. Là, ils sont en train de se doter d'une politique d'agriculture urbaine, mais avant ça, c'était pas très clair. Ça commençait les aménagements comestibles. Il y avait eu le projet à Drummondville qui avait été comme un peu comme précurseur, mais je veux dire, ça reste qu'ils avaient eu comme des problématiques avec la municipalité. Ça avait fait le tour des manchettes, le tour des nouvelles. Et puis, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, ben, c'est des fous, pourquoi ils font ça comme ça? » Là, je me rappelle, dans les mêmes années, j'avais contacté la direction d'urbanisme de Chambly, puis eux disaient « Ben, tant que c'est joli, on veut pas un champ de patates à l'avant d'une maison. Si ça peut être harmonieux, on n'a pas de problème que vous fassiez des aménagements comestibles chez vos clients. » Donc, je me suis dit, ben moi qui aime bien les arts, les couleurs, qui connais mes végétaux, je vais composer avec les différentes plantes. Donc ça, c'est pas un aménagement de moi, c'est un aménagement que j'ai pris en photo parce que je prends des photos de tout. Les jardins quasiment que je vois dans la vie, que ce soit en voyage, que ce soit ici. J'ai entendu parler tantôt un architecte qui disait qu'il avait appris son métier à l'extérieur. Je l'ai beaucoup appris aussi à l'extérieur en voyageant dans une quinzaine de pays. J'ai vu toutes sortes de choses intéressantes. Puis je me suis dit, ben ici aussi, il faut vraiment mettre ça de l'avant. Donc, ça pour dire, c'est vraiment intéressant, puis c'est inspirant, puis c'est agréable, puis on joint l'utile à l'agréable. Ici, ça, c'est un groupe dans lequel je m'impliquais. On a fait ça dans le cadre d'un projet résidentiel, ben pas résidentiel, mais dans un quartier. Donc, pour nourrir la communauté du quartier, on a fait ça sur une cour d'école. Et c'était la section plantes médicinales et fines herbes. Okay? Donc, on voulait attirer les pollinisateurs. On avait des ruches sur le toit. On avait aussi des lits de culture pour des légumes. Puis, on parle de la maison du futur et autres, mais pour moi, ça fait partie de la maison du futur, ça fait partie du quartier du futur. Nos maisons sont dans ces environnements-là qu'on crée, qu'on embellit. Donc là, on voit, ici, on a mélisse, on a de la gastache, on a de la mauve, on a différentes plantes. On avait même à une époque des angéliques qui sont comme biannuelles, qui poussent très haut, qui déploient leurs ampes florales, qui sont comestibles dans toutes leurs parties, qui étaient employées beaucoup à l'époque pour faire de la confiserie. Bref, on a tout eu dans ce jardin-là et on a pu récupérer les vivaces. On en a placé à plein d'endroits. On a fait des pollinisateurs et des gens heureux. Et puis, on a joué avec les hauteurs, les couleurs, tout ça. Donc, on était bien contents de ce projet-là. On a récupéré les semences et puis ça ne nous a pas coûté trop cher. Donc, je veux que les gens puissent comprendre. Il faut arrêter de voir chacun comme une maison, notre aménagement, mais au contraire, créer des environnements résidentiels, créer les maisons du futur qui soient nourricières, puis de voir avoir une vision plus collective. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à se démarquer puis à faire la différence que si c'est chacun travaille pour soi de son côté. Si éventuellement, vous faites de l'aménagement, vous avez des plantes vivaces, puis que vous en avez trop, puis c'est envahissant, ben pourquoi pas en partager avec le voisin à côté? Ben c'est ça, exactement, mais d'avoir un esprit communautaire résidentiel, en fait. Moi, c'est ce que je privilégie beaucoup.
Super. Donc, pour les structures, ben, si on veut profiter des hauteurs pour maximiser le pied carré, des fois, on n'a pas tant d'espace, mais si on peut faire des cultures à hauteur, ça peut être intéressant. On veut voir à créer peut-être des solutions pour combattre les îlots de chaleur. Donc, les cultures en hauteur, c'est intéressant. Puis aussi, ben, on produit, mais c'est juste qu'on produit en hauteur. On maximise, dans le fond, la hauteur. Si on n'a pas beaucoup d'espace au sol, ça peut être sur un balcon. Ça peut être planté au sol, mais on profite d'un mur. Puis au lieu de mettre, par exemple, des clématites ou autre chose, on met des végétaux comestibles. Pardon? Ben oui, on peut mettre plein de choses. Il y a plein de plantes qui sont grimpantes. Donc ça, c'est notre épinard Malabar. C'est chez un ami qui fait du jardinage chez lui. Donc, c'est les épinards indiens. Puis c'est ça, au pied de ça, il a quelques fines herbes. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Les plantes basses plus en avant. Oui, les épinards Malabar, les épinards grimpants. J'en ai montré tantôt dans une image, dans un smart pot, mais lui, il a mis ça en plein sol. Mais je veux dire, on adapte, c'est ça qu'il faut faire. Il faut adapter, il faut comprendre les besoins des végétaux. Puis encore là, ben c'est ça, lui, il respecte des notions d'aménagement. Il ne met pas en avant des plantes plus petites. Il expose des plantes plus petites vers l'avant. Peut-être qu'elles ont plus besoin de lumière. Et ce qui est intéressant de penser, c'est que si vous avez dans un aménagement, vous avez juste une exposition plein soleil, puis vous avez besoin d'avoir de l'ombre un peu plus pour certaines plantes, mais vous pouvez vous servir de ces plantes-là qui poussent un peu plus en hauteur pour créer l'ombrage nécessaire. OK? Donc, ben c'est ça, c'est les structures, puis c'est encore une fois penser les couleurs peut-être plus vives en arrière-plan, etc. Alors, il est rendu quelle heure avec tout ça? Juste pour pas que je perde le fil. Ça te dérange pas, André? Moi, j'ai 17h18. OK, c'est bon, on a le temps. Donc, structure, ici, comme ça. Des structures, ça peut être fait de différentes façons. On peut en avoir qui sont fixées dans des contenants. On peut faire pousser, par exemple, des courges. On peut avoir des bacs qui vont avoir des couvertures pour apporter un petit peu plus de chaleur. On peut faire les plantations là-dedans, donc on peut avoir différentes approches. Ça, c'est aussi en milieu résidentiel. C'est en Californie, par exemple. OK? J'avais été visiter un endroit où ils faisaient de l'huile d'olive, mais ça reste que c'est du comestible, je veux dire. C'est pas en zone 3. Non, c'est ça, mais je trouvais ça vraiment intéressant. J'aimais le côté joli, créatif, tout ça. Puis bon, ouais, c'est ça fait joli. Puis c'est ça. Il y a des plantes qui vont être là plus longtemps pendant la saison, nous, de notre côté. Puis c'est de penser l'aménagement, oui, de printemps, mais il y a aussi d'été, d'automne et puis d'hiver. Qu'est-ce qui va rester à l'hiver? Est-ce qu'on peut avoir certaines choses jolies aussi qui restent, qu'on a mis en évidence? Il y a toutes les structures qui font partie de l'aménagement, on peut, qui permet d'être créatif. Oui. Vivaces. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être intéressant de les avoir. Ils vont commencer à pousser, ils vont être là. Puis nous, au travers de tout ça, on va ajouter. Donc, en aménagement, souvent, on crée un peu une structure autour de laquelle on va composer. On a nos arbustes, on a nos arbres, on a tout ce qui est vivace, on a nos fines herbes, par exemple. Puis autour de tout ça, on va rajouter éventuellement des annuels. Il va y avoir différentes plantes. Puis, tout trouve bien sa place. OK? Forme, couleur, hauteur, ben c'est ça. C'est un peu répétitif, mais bon, ces informations-là sont importantes à retenir dans l'aménagement, l'arrière-plan, le centre, les végétaux couleurs vives vont au même endroit. Ben ça peut être intéressant. Quoi qu'on peut composer avec différentes couleurs, mais souvent on va essayer d'y aller avec peut-être un peu des genres de palettes de couleurs qui se rencontrent bien. Les plantes retombantes vont aller sur les pourtours. Dans ce projet-là, en milieu résidentiel, projet qui était collectif, on avait beaucoup de plants de fraises qui retombaient sur le bord des bacs. On avait des plantes qui poussaient en hauteur, qui avaient des tuteurs. Et ce qu'on s'était arrangé dans ce projet-là, c'est que la hauteur des bacs allait être suffisamment haute, mais pas trop, pour pouvoir accommoder aussi les personnes à mobilité réduite et aussi les enfants. Parce qu'il faut penser aussi qu'il faut qu'il y ait une accessibilité universelle, il faut que tout le monde puisse en profiter, les familles. Donc, c'est intéressant quand on a des structures de l'aménagement en bac, de penser à tout le monde, puis même de se pencher. Tu disais, Serge, tantôt, c'est pas toujours évident, mais ça reste que l'exercice physique, plus on en fait, plus que c'est bon, puis plus que le corps se déroule. Je suis professeur de yoga aussi, donc je sais de quoi je parle à cet effet-là. Donc, c'est important de rester actif, OK? Il n'y a pas d'excuse de ne pas bouger. Réussir son projet, ben nous, ce qu'on suggère toujours aux gens qui viennent
faire les aménagements avec nous. Je parle de nous parce qu'on est souvent plusieurs entités à travailler ensemble, soit des entreprises, il y a moi de mon côté, puis il y a souvent aussi des organismes communautaires. Ce qu'on s'assure de voir, ben c'est quoi le temps qu'on possède? Si on se lance dans des idées de grandeur, dans des projets de grandeur, mais qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'un aménagement, ben c'est un petit peu plate parce que on risque d'avoir des résultats qui sont pas tellement intéressants. On peut pas faire l'entretien. Ben, l'amour qu'on a mis dans le projet, ben ça va paraître à la fin dans le résultat. Donc, je pense que c'est important de penser à ça. Il faut penser qu'il y a des cultures qui sont plus difficiles que d'autres aussi ou qui demandent plus d'entretien. Donc, peut-être qu'on peut commencer par des choses simples au départ. Design en fonction de l'environnement, ben ça peut être intéressant de le considérer. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai montré plus tôt. Voir les différents enjeux potentiels, les maladies, par exemple. Est-ce qu'on a des problématiques avec l'approvisionnement en eau? Peut-être ça peut être avec l'ensoleillement. Donc, c'est important de rectifier ces problématiques-là le plus possible. Analyse... Oui, oui. Ben c'est sûr, de voir est-ce qu'on a possibilité d'avoir des prédateurs naturels dans l'environnement. Puis, de plus en plus, il y a une approche à intégrer où on met dans les terrains de ferme, près des serres, des végétaux qui vont attirer des prédateurs et des pollinisateurs aussi, pour que ça puisse être pertinent pour nos installations, nos cultures sous abri. Donc, c'est intéressant de penser à tout ça aussi. Analyse d'info-excavation, ben ça peut être intéressant avant de mettre une pelle dans la terre, de penser, ben il peut y avoir des obstacles, ça peut être des lignes électriques, ça peut être des lignes de gaz, ça peut être différentes choses. Donc, c'est très, très, très pertinent à faire. De penser des cultures qui sont résistantes avec des bons rendements, ça peut être intéressant, c'est encourageant. Donc, culture résistante, ben c'est oui, ça peut être par exemple au froid, mais ça peut être aussi à certains types d'envahisseurs indésirables. Plan d'aménagement, un croquis, mais je pense que ça peut être intéressant pour se faire une tête. On a compris c'est quoi les besoins, c'est quoi l'espace qu'on a de besoin. Donc, le croquis va permettre un peu de se faire une meilleure vision, puis aussi de faciliter le moment quand on va rentrer au jardin, faire les plantations ou autre, on va avoir déjà un schéma sur lequel s'appuyer. Calendrier de semis, de récolte, etc., c'est sûr que ça peut être intéressant. Puis les moyens d'étirer la saison, ben tant qu'à mettre en place ou déployer des efforts, pourquoi pas avoir peut-être certaines structures qui vont pouvoir nous aider à étirer de quelques semaines peut-être la croissance de nos végétaux. Donc, ça peut faire partie aussi de l'aménagement. Règle d'or, ben, je dirais effectuer des rotations de culture pour qu'on évite que ça soit toujours les mêmes nutriments qui soient comme récupérés par les végétaux. Ajouter des engrais verts, ça peut être intéressant. Ajouter un bac à compost puis un récupérateur d'eau de pluie. Moi, je vous invite fortement à pas jeter vos déchets de table ou vos déchets végétaux au vidange. On veut pas que ça aille au site d'enfouissement. Au contraire, on veut pouvoir en bénéficier. Quoique si vos végétaux ont été contaminés, on suggère généralement de les brûler ou les jeter parce qu'on veut pas contaminer le compost, mais des végétaux sains, généralement, c'est pas problématique. Récupérer l'eau de pluie, ben justement, c'est une ressource qui est gratuite. Pourquoi pas en profiter? Vous allez faire votre part pour l'environnement. Créer des abris pour les pollinisateurs, les oiseaux. On veut créer de la biodiversité. On veut créer un environnement qui est propice à eux. Donc, pourquoi pas justement se tourner vers ça. Aérer les cultures, nettoyage, les adventices, la terre, prévenir les maladies, c'est important. Je ne mettrai jamais assez de temps à vous le dire. Là. Je pense que c'est important de le considérer. Créer des planches de culture standard pour faciliter l'ajout de toiles, de micro-tunnels. Si éventuellement on décide de se tourner dans ce sens-là, de prolonger les cultures, ça peut être intéressant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des designs funky, des choses comme ça, mais si vous voulez y aller un peu plus en mode productif ou un peu plus intensif, ben ça peut être intéressant de vous faciliter la vie de cette façon-là. Rendre votre sol vivant, ben t'en parlais tantôt, puis c'est très, très intéressant. Puis on essaie d'éviter d'avoir ajouté, on essaie de composer avec tout ce qu'on a autour de nous le plus possible. Et pratiquer le compagnonnage, ben c'est sûr que ça peut être pertinent puis intéressant aussi. Donc ici, ben c'est ça, on voit un récupérateur d'eau de pluie. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi gros que ça. Je sais qu'il y a on pouvait le voir le jour de la Terre, des récupérateurs d'eau de pluie. Donc, ça peut être intéressant à les mettre au bon endroit, près d'une gouttière à la maison, par exemple, les mettre en hauteur. Ici, penser à des plantes qui vont attirer nos pollinisateurs. Donc, ça, c'est dans un jardin que j'ai vu quasiment sur le bord des douanes américaines. Puis, il y avait plein de fruits, de légumes, de plantes pour les pollinisateurs. Et on peut avoir ici, comme ça, nos petits hôtels à insectes.
Donc, c'est intéressant à considérer. Puis, ça embellit, ça ajoute des pièces intéressantes. C'est intéressant au niveau visuel aussi. Donc, les règles d'or de l'aménagement comestible, ben, c'est notamment notre compagnonnage, les classiques, la tomate, par exemple, avec le basique, les fines herbes. Ça peut être les 3 sœurs. 3 sœurs, vous savez c'est quoi? Courge, haricots et maïs, exactement. Donc, on a dans le fond notre maïs qui sert un peu comme de treillis pour que les haricots puissent pousser tout autour. Et les courges, avec leurs grosses feuilles, vont créer un effet de paillage pour conserver l'humidité au niveau des autres plantes. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, c'est une belle... Ben c'est ça. Donc, c'est les Autochtones qui sont arrivés avec ça. Puis, on a beaucoup à apprendre des anciennes façons de faire. Puis, l'histoire du plantain, c'est intéressant, on l'apprend dans nos cours d'herboristerie. On disait souvent que quand l'homme blanc passait quelque part, ben éventuellement, le plantain poussait. Donc, les Autochtones d'ici disaient ça. L'homme blanc passe, le plantain pousse. Il compactait le sol. Il s'affairait un endroit et puis, c'est ça, il construisait. Règle d'or d'aménagement comestible, ben, il y a des tableaux pour voir, dans le fond, ben, qu'est-ce qui va bien ensemble. Donc, carré rouge, ça va pas bien ensemble. Les cercles verts, ça va bien ensemble. D'autres règles d'or pour l'aménagement des végétaux, pour l'aménagement comestible, ben, c'est le besoin des végétaux, les considérer, faire vos travaux, vos devoirs. Arbres puis vivaces pour structurer l'aménagement, les espèces qui favorisent la biodiversité, de les découvrir. Entretien, récolte, distance entre les plants, système d'irrigation si nécessaire. Voir si c'est pertinent, par exemple, la culture en bac en smart pot que je vous ai montré tantôt, ben, ça peut être quand même intéressant. À moins que vous puissiez vraiment avoir le temps. Hein? Tantôt, je parlais du temps. Donc, ça peut être le temps d'arrosage ou si vous avez des gens qui sont là pendant votre absence, pendant vos vacances, par exemple, l'été, ben, ça peut être intéressant d'avoir des bons amis autour, remettre des produits quand ils vont pouvoir les récolter. Bois rameur, fragmenté, BRF ou de la paille, ben, ça prévient comme notamment les mauvaises herbes, puis l'évaporation de l'eau. Donc, je trouve ça quand même intéressant aussi à considérer. Les aires de circulation, l'ergonomie de travail, quand on fait un aménagement, quand on veut se déplacer. Des fois, on perd le contrôle de l'aménagement, tout pousse, puis là, ça devient difficile de circuler. Ben, ça peut être intéressant de penser qu'on a des aires de circulation, ça n'a pas besoin d'être très large, mais on s'assure que les végétaux prennent pas le dessus sur nos aires de circulation. Ça fait juste être plus encourageant. Puis ça peut être intéressant de ceinturer certaines zones aussi avec nos passages. Fort mouvement aussi dans l'aménagement, je considère que c'est quand même important. C'est un moyen aussi d'expression, l'aménagement. Puis je pense qu'il faut que ça soit invitant, que ça soit beau pour avoir envie d'y aller et d'avoir aussi du succès en faisant votre entretien. Ça peut être juste bénéfique pour le projet. Donc, règle d'or de l'aménagement. Si on regarde les besoins, ben c'est ça, on a les noms des plantes. On regarde aussi voir c'est quoi les familles, c'est quoi la hauteur à maturité. Donc, ça peut être intéressant à considérer, justement, quand on planifie notre aménagement. On a aussi l'entretien, est-ce que c'est facile? Besoin en eau, croissance. Je vous avais parlé tantôt des fiches de culture. Ben, ça peut être intéressant de considérer tout ça. Type de sol, le pH. La densité. Ben, ça couvre, par exemple, 8 pieds au mètre carré. Ça peut être intéressant de savoir ça avant de se dire qu'on veut planter telle affaire. Est-ce que la croissance est rapide aussi? Donc, c'est intéressant à considérer dans un aménagement. Là, je parle du comestible, mais même si on fait de l'aménagement qui n'est pas considéré comme comestible, on va vouloir avoir une petite idée dans quoi on s'embarque, puis qu'est-ce qu'on met ensemble. Il faut penser qu'un aménagement, c'est un tout. C'est global, puis il y a des floraisons à différents moments pendant la saison. Il y a des choses qu'on va récolter à différents moments. Donc, il faut avoir quelque chose de luxuriant, d'abondant tout au long de la saison. Mes sélections de coup de cœur, ben pour les légumes, j'aime beaucoup le kale, les légumes feuilles, bêta-carbe. J'aime aussi les tomates cerises. Je trouve que ça grimpe en hauteur, mais c'est sûr, je pourrais rajouter les pois, les haricots, name it. Petits fruits, les bleuets, framboises, les fraises. Je trouve que ça s'intègre bien dans un aménagement. Les bleuets, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Serge, mais c'est magnifique dans un aménagement avec les feuillages qui changent de couleur à l'automne. Ouais.
Puis c'est ça, on a différents types de fruits. Puis il y a des bleuets qui produisent davantage que d'autres. On a quand même aussi des productions à différents moments. Là, la fructification se fait pas toujours en même temps. Framboise, on en a plein de genres différents. Les fraises, c'est très beau aussi. Ça peut être suspendu. Même que je regardais dans des études économiques sur la production en fraises. Puis, un des produits qui est le plus vendu actuellement puis dans le comestible, c'est les pots suspendus de fraises. Les gens aiment beaucoup ça. Ou les aménagements comestibles, des petites jardinières là, qu'on peut placer à la maison. Ben c'est ça. Ça va jusque loin dans la saison. Même la calendule, la fleur jaune qu'on a vue avant, là, elle est très généreuse, puis elle produit jusqu'à tard dans la saison. Pour les fruitiers, ben les pommiers, poiriers, c'est intéressant. Cerisier également aussi, ça avait des très belles fleurs. Puis ben on aime toujours avoir ces beaux fruits-là. J'avais été en Écosse, je me rappelle d'avoir vu les arbres taillés d'une manière à ce que ça fasse comme des espèces de... J'ai un blanc de mémoire sur cette façon-là de former les... Pardon? Non, mais c'est comme une ligne. C'est comme les charpentes de l'arbre. Puis après ça, tu as les... J'ai un blanc de mémoire sur la technique. Espalier. Oui, c'est ça. C'était magnifique. Puis c'était très, très proche de la maison. Pour vrai, on se serait dit, ben il n'y a pas de place sur ce mini terrain-là en Écosse. Genre de petite ville portuaire, mais pourtant, ils réussissaient à faire pousser avec cette technique-là leurs fruitiers. J'étais très impressionnée. C'est la première fois que je voyais ça. Ici, j'en vois pas tant que ça comme ça. Oui. Plante médicinale verge d'or, qui est intéressante, qui est jolie, qui attire les pollinisateurs, qui est en fin de saison une plante qui débeau, qui produit des fleurs. La gastache mélisse, qui est intéressante en tisane, qui attire les pollinisateurs aussi, qui sont vivaces. Les fines herbes, la nette, qui est magnifique. J'en ai vu beaucoup en Écosse pousser dans des aménagements. J'essaie d'en mettre beaucoup dans mes aménagements moi-même. Ciboulette aussi, qui est vivace, qui fait des fleurs magnifiques. La menthe, le basilic. Faut pas penser que les fines herbes, ça produit pas de fleurs. Au contraire, ça produit des fleurs. Les fleurs ont des propriétés médicinales. Donc, c'est intéressant, quand ça monte en fleurs, de récolter les fleurs, les tiges, les feuilles aussi. Donc, on fait pas de gaspillage. Puis en même temps, on a une belle abondance. Les fleurs comestibles, calendule, capucine, pensée sauvage, ben c'est... des incontournables dans les aménagements. Encore une fois, tantôt, je parlais des plants qui peuvent basculer sur le côté. Ben justement, la capucine vient donner du mouvement dans un bac, puis on peut avoir des végétaux qui poussent un peu plus au centre. Donc, on a ce souci-là d'esthétisme, puis en même temps d'avoir quelque chose de bon à se mettre sous la dent et joli pour les yeux. Compagnonnage avec les tomates. Oui, entre autres. Donc, c'est intéressant de regarder les différents compagnonnages possibles. Moi, je le mets avec plein de choses, les capucines. L'extension de saison, ben c'est intéressant de regarder les végétaux puis leur tolérance au froid pour comprendre un peu mieux c'est quoi les températures minimales puis c'est quoi qui est optimal pour voir ben est-ce qu'il y a des choses qu'on va se permettre de garder plus longtemps pendant la saison. Je sais que les kales, ça pousse très très bien. Oui, épinards, bétacarde aussi. Donc ça peut être intéressant de conserver des espaces pour ça. Éventuellement, vous allez avoir nettoyé votre jardin, vous allez sûrement semer les cailloux d'ail pour éventuellement les récolter la saison d'après. Donc, de penser que ben, certains espaces vont être occupés par ça, mais qu'on va quand même avoir de l'espace tout autour pour semer certaines choses pendant la saison. Ça peut être les radis qui vont venir marquer le rang ou autre pour la saison d'après. Donc, d'être capable un peu d'anticiper. Des fois, vous n'allez pas tout avoir récolté. Ça se peut que vous ayez semé des carottes, puis ben, ils sont pas prêts à être récoltés. Mettez un paillage, puis éventuellement, la saison d'après, elles vont continuer à pousser. Donc, on pense aussi tout le temps un peu d'une saison, mais aussi de l'autre. On est comme à deux chevals entre deux saisons, des fois. On peut déjà semer des cailles d'ail maintenant pour en récolter au printemps. Ben, nous, on l'a fait plus tôt, là. On évitait des très grands froids. Pardon? À compter d'octobre, on peut les mettre en Oui. puis on va en avoir des... Ben, nous, souvent, on les fait, dans le fond, octobre, novembre, avant les gelées. Puis, habituellement, on a quand même un bon succès. On met notre, comme tu disais, lactisol ou autre pour aider au développement. On met un paillage par-dessus. Puis, au printemps, on enlève le paillage, la paille. Puis, on continue, on laisse ça pousser. Il y a des végétaux tardifs et hâtifs. Ben, là, ici, on voit, c'est des petits radis qui ont été semés tôt en saison. Donc, c'est hâtif.
Ça aurait pu être des épinards ou laitue ou autre. Ce que je fais des fois quand la saison, c'est pas trop clair là, s'il va continuer à faire bien froid ou pas, je mets des bâches pour protéger ce que je fais pousser. Je sais que les enfants dans les écoles aiment beaucoup ça. On y va un peu à jouer contre Mère Nature, façon de parler, pas contre Mère Nature, mais on se permet un peu de jouer avec la température puis d'être malin. On fait des cultures un petit peu sous abri. Donc, différentes plantes ici comme ça qui peuvent apprécier fin de saison, mais ça pourrait être aussi des plantes qui sont actives, qui pourraient être intéressantes à considérer déjà tôt dans la saison. Pour les extensions de saison, ben on a des végétaux qui sont plus tolérants au froid. Là, ici, on voit qu'on a comme une couche froide, donc ça peut être intéressant de semer là-dedans, puis d'aller chercher quelques degrés supplémentaires, puis de continuer à faire ces récoltes pendant l'hiver. On a l'information sur les couches froides ici comme ça. J'aurais peut-être pas tout le temps pour tout passer au travers, mais c'est pour donner de l'information. De toute façon, les gens ont accès à ça. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de lire, de regarder. On a des mini-tunnels. Souvent, ben c'est ça, on se dit, on peut pas avoir de serre, on n'a pas d'espace pour ça, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas étendre la saison. Donc, les mini-tunnels, c'est intéressant. On peut les mettre au-dessus du sol. Donc, on plante en dessous. Ou on peut les mettre au-dessus des contenants. Donc, on va chercher quelques degrés supplémentaires. Donc, c'est quand même intéressant à considérer. On a ici des tunnels chenilles. J'accompagne une compagnie de sœurs qui vendent beaucoup de ces produits-là pour des gens en milieu résidentiel puis au milieu maraîcher. Donc, c'est quelque chose qu'il faut enlever le revêtement de plastique parce que sinon, ça peut s'abîmer, mais c'est intéressant puis ça se déplace bien. C'est facile à construire soi-même. C'est sûr qu'il faut avoir l'espace, mais comme je disais, la conférence s'adresse pas juste aux gens qui demeurent en ville, hein? Donc, ça peut être intéressant, par exemple, à la campagne. On veut pas nécessairement acheter une serre. On veut pas avoir de quoi de trop high-tech non plus ou de quoi de trop gros, trop dispendieux. Mais ça peut être intéressant. OK? Ça permet de protéger les cultures jusqu'à un certain point. Et puis, ça a différents avantages pour étirer la saison. On a les couvertures flottantes, puis on a les systèmes d'arceaux comme ça. Ici, c'est un peu comme ce qu'on a montré, les couches froides. Donc, ça peut être intéressant, ce genre de solution-là, ces pistes-là, pour justement faire des cultures, par exemple, en commun avec d'autres personnes. On est dans un même voisinage. Ça pourrait être sur le terrain d'une école ou ça peut être justement à la maison. Donc, c'est pas trop exigeant. Ici, une petite sœur qui a été fabriquée par un professeur que je connais. En fait, il est décédé, mais c'est lui qui nous avait permis de faire le projet de culture en bac, les bacs bleus de tantôt. Puis ça, c'était chez lui. C'est une petite sœur qui lui avait coûté plus ou moins 1 000 $ à faire, un petit peu moins. Puis c'est ça, il avait trouvé les plans sur Internet. Donc, polycarbonate, le bois. C'est vraiment une sœur qui est très low-tech. Puis on a des panneaux ouvrants sur le dessus avec c'est comme des pistons avec un gaz comprimé. Puis quand ça devient chaud dans la serre, ben les fenêtres s'ouvrent grâce aux pistons. Sinon, serre annexée à une maison ici comme ça. C'est sûr que c'est des projets un peu plus grosse envergure, mais on parle encore une fois de différentes approches. Donc, ça peut être intéressant autant un projet serre solaire passive ou pas, mais d'avoir quelque chose annexé à la maison, puis d'avoir un effet de serre qui se crée, puis d'avoir une protection contre les intempéries. Donc, la serre permet ça aussi de protéger la qualité des végétaux, puis de un peu rencontrer certaines réalités dans l'environnement qu'on souhaite avoir pour nos végétaux. Ça ici, c'est une de mes anciennes clientes, projet de permaculture. Elle a travaillé son sol. Tu aimerais ça, Serge, son projet? À ma cliente, Madame Dupuis, mon ancienne cliente, elle avait fait sa maison, puis elle avait ajouté une serre annexée à la maison. Donc là, c'est ça. Elle avait un accès pour aller là. Elle mettait des fois un petit système d'appoint, mais elle avait masse thermique dans la serre, puis elle allait chercher quand même une certaine chaleur. C'était vraiment intéressant, mais c'est sûr, c'est un projet plus dispendieux, puis elle avait l'espace pour le faire. Mais c'était quand même intéressant. Puis elle avait toutes ces plates-bandes en permaculture tout autour. Donc, elle a opté pour une approche, disons, extérieure-intérieure. Donc, elle étirait la saison de culture avec sa sœur. On a mis surtout des plantes qui étaient comme moins sensibles au froid, bien entendu, à l'intérieur, mais quand même... elle avait pu garder ses végétaux
pendant une partie, pendant une période plus longue. Donc, c'est sûr que les recouvrements, au niveau de l'extension de la saison, ils ont différentes approches. Là, je veux dire, c'est des produits qui ont différents avantages, puis c'est en fonction de ce qu'on veut faire avec qu'on va déterminer. Mais moi, je suis toujours vraiment pour y aller pour des approches simples quand on fait des projets à la maison. Donc, pas besoin d'y aller avec des projets trop complexes, puis de miser tout le temps sur l'efficacité énergétique, à moins que c'est ça que vous voulez mettre de l'avant, puis d'avoir un projet de serre un peu plus que vous savez qui va être plus dispendieux d'avoir le budget pour ça, mais sinon, allez-y avec des solutions simples. OK? Même, ça peut être culture intérieure à la maison. On se part des semis pour éventuellement transférer les produits à l'extérieur, mais on pourrait avoir des verdurettes. On pourrait avoir des micro-pousses aussi. Puis c'est une façon d'étirer la saison aussi. On mange frais. On a, par exemple, récolté nos légumes en fin de saison. On a peut-être une chambre froide. Quelqu'un parlait tantôt dans une autre conférence d'une cuisine d'été pour garder les produits au frais. Puis ça peut être complété avec ça. Puis il faut pas oublier une façon d'étendre la saison, tant qu'à moi, puis de manger frais, puis de manger nos propres produits. C'est aussi la transformation alimentaire. Faire sécher, par exemple, ces fines herbes, faire des lactofermentations, faire des conserves, ça nous permet de manger frais. Puis nos ancêtres, c'est ça qu'ils faisaient aussi. Ils ont passé par nos hivers. Imaginez si on n'avait pas appris à faire de la transformation, puis on n'avait pas trouvé des façons de préserver les aliments, on n'aurait pas mangé frais une partie de l'année. Donc, en tout cas, il y a différentes façons de faire. Puis, pour les cultures intérieures, idéalement, c'est intéressant d'avoir un environnement, évidemment, chauffé, bien aéré, éclairé avec une fenêtre côté sud. Généralement, il peut y avoir de l'étiolement. C'est pas nécessairement évident de faire pousser des plantes là, près de la fenêtre dans tous les cas. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un module de production intérieure avec un éclairage d'appoint, d'avoir une minuterie d'éclairage aussi. Et ça a plein de beaux avantages de faire de la culture d'intérieur. Le temps est écoulé. Ah, excusez-moi. Rendez-vous après. Donc, J'ai vraiment fini dans 2 secondes. parfait. Il est quelle heure? J'avais 40 en tout. OK, ça sera vraiment pas long. Donc, Pas de drame, là. module de production, c'est ça. J'y vais toujours à conseiller à mes clients ou les endroits où je fais les projets, d'avoir une bibliothèque avec des étagères, une lampe d'appoint, minuterie d'éclairage, vaporisateur, d'avoir les contenants pour faire la culture. On a nos pots, on a notre terreau pour faire nos semis. Puis aussi, le matériel de production, en fait, plateau à semis, couvercle, terreau, vermiculite. Vermiculite, c'est... je sais pas si vous avez déjà vu ça. Je pense que je l'ai sur une autre image après, ici. C'est ça ici. Ça ressemble à des petites pépites d'or. Donc, ça s'absorbe d'eau quand on le place sur un terreau humide. Donc, ça permet de garder l'humidité au niveau de la terre. Donc, c'est quand même intéressant. Ça permet d'éviter d'être tout le temps en mode arrosage. Et ça peut être bien aussi à avoir. Je trouve que ça apporte comme certains succès. Là. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est trop sec. Puis après ça, c'est difficile d'arroser puis de revenir en arrière. Donc, ça permet de conserver une certaine humidité au niveau des contenants. Quand la cueillette se fait par les oiseaux, avant, à part les filets à oiseaux, y a-t-il une autre solution? Bien, moi, personnellement, si j'ai ça chez moi à l'intérieur, j'aurais pas de vilains oiseaux qui vont... Non, je t'inquiète, mais... ce qu'on fait, c'est qu'on met des filets. Il y a des filets anti-insectes qui existent. Il y a des filets aussi pour protéger différents types d'envahisseurs. Puis c'est pour ça que je parlais, des fois, si on a différentes plates-bandes, puis qu'on a des achats à faire ou qu'on a des arceaux ou autres à mettre, ça peut être intéressant de standardiser un peu les dimensions. Ça permet d'éviter de se casser la tête. Mais c'est sûr qu'il existe ce qu'on appelle des pièges dits physiques un peu plus, là, ou des solutions plus physiques. On n'est vraiment pas dans aucune solution chimique ou quoi que ce soit pour les éloigner, les dissuader. On est vraiment juste avec des protections, là, tout simplement. La coccinelle chinoise. Coccinelle asiatique. Oui. Parce qu'à certains endroits, là, ça infeste, ça dérange la plante, là. Bien, ça, il y en a beaucoup. Ça peut être comme les scarabées japonais aussi. Je veux dire, on a nos lots d'envahisseurs chaque année. Le prédateur, qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer? Ça peut-être un usage, là? Bien, je sais que c'est bon pour justement les pucerons quand on en a trop. Des fois, je vois les petites coccinelles arriver, puis je me dis, c'est bien, ils vont pouvoir faire la passe aux petits pucerons dans l'aménagement. On va vous laisser compléter. Oui, c'est ça, je m'excuse parce que c'est ça, on va manquer. Je vais vous laisser aller voir Tout le monde en parle ou préparer votre semaine qui s'en vient. Je ne vais pas vous garder trop longtemps.
Donc, la conclusion, mais la maison du futur, nourricière du futur, permet de nous rendre davantage autonomes pour répondre à de nombreux enjeux contemporains actuels, donc que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, que ce soit au niveau environnemental ou autre. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre nos efforts, nos ressources ensemble en commun pour qu'on puisse avoir des demeures qui soient agréables, puis créer des lieux d'abondance, puis partageons ces ressources-là, puis notre savoir-faire pour nourrir le monde de demain. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Il y a une question ici, peut-être je pourrais répondre à ça. Pour les smart pots, ça dépend toujours du format puis de la quantité de terre. C'est sûr que le bac à double fond, lui, avec sa réserve d'eau, a un certain poids. Fait que je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique à ça. Puis ça dépend aussi de ce qu'il y a dedans. Mais si vous voulez mettre des cultures sur un balcon, surtout si c'est un smart pot, pensez à le surélever pour ne pas endommager le bois en dessous éventuellement. Et aussi, mettez les bacs près des murs pour éviter que ça soit trop lourd. On veut aller proche de ce qui est stable puis ce qui est résistant. Correct. Vous êtes en structure, là, vous avez bien compris le principe. C'est bon. Merci. Il y a un effondrement de copropriété en béton aux États-Unis qui a été causé par tous des aménagements de jardins mal placés. Ça a provoqué un effondrement incroyable. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre temps.